Je m'appelle Céline Gauthier, je suis directrice générale adjointe de l'association GSC. Et moi, je suis Thomas Benzazon, cofondateur de WeDoBiz, et j'aurai le plaisir, avec Céline, pendant tout ce MOOC, de vous faire découvrir les chemins de la croissance. La GSC est une assurance perte d'emploi pour les dirigeants d'entreprise. Nous sommes en contact permanent avec de nombreux entrepreneurs dont l'objectif numéro 1 demeure la croissance. Ce MOOC est fait pour vous. À chaque session, nous vous apporterons les éléments fondamentaux, issus de nos observations et échanges avec les entrepreneurs. Tous les modules seront agrémentés de témoignages de start-upers, chefs d'entreprise, mais aussi évidemment d'experts. Lors du premier MOOC, notre objectif a été de vous permettre de mieux appréhender la démarche entrepreneuriale. Dans ce deuxième opus, nous nous focaliserons sur le dirigeant et son équipe. Mais aussi sur les différentes étapes du projet de financement, sur la transformation de l'entreprise et ses pratiques pour mieux croître, également sur l'internationalisation de votre structure, et enfin, les ultimes conseils pour éviter la fameuse crise de croissance. Épisode 1. Moteur. Action. Nous nous intéresserons dans ce premier MOOC à la nouvelle posture du dirigeant, aux nouveaux outils, aux nouvelles formations de management et aux tendances en la matière. Diriger autrement afin d'adopter une nouvelle posture. Comment passer du statut d'entrepreneur à celui de dirigeant. Soumis à de nouvelles responsabilités, vous devez déléguer petit à petit les tâches opérationnelles du quotidien dont vous avez la charge et vous concentrer sur l'identité de votre entreprise. C'est-à-dire l'image, le projet, la culture, la vision à moyen, long terme de votre projet et le pilotage de ses orientations stratégiques. On aime à répéter, c'est le chef d'entreprise qui fait la croissance. Mais lorsqu'une entreprise cesse de croître, c'est presque toujours aussi de la faute de son dirigeant. Il existe 5 erreurs à éviter. La première, c'est de ne pas abandonner les rênes de son entreprise trop vite. Il faut le savoir, un entrepreneur sur 2 abandonne les rênes de son entreprise après son entrée en bourse. N'oubliez jamais l'histoire de Roy Raymond. 5 ans après avoir lancé Victoria's Secret, il revend la société à Leslie Wexner pour 4 millions de dollars. 2 ans plus tard, la compagnie vaut 500 millions, alors qu'aujourd'hui, elle en vaut 13 milliards. Ne vous pensez pas trop multicompétent. Il faut connaître ses limites, un peu comme les frères Naf-Naf, qui au départ ont voulu se passer d'un directeur marketing et commercial. Après des débuts désastreux, ils décidèrent finalement de rechercher et recruter des talents hyper spécialisés. Ils expliqueront ensuite que c'est cette démarche qui leur a permis d'accompagner leur entreprise sur le chemin de la croissance. On parle aussi de Bouygues, qui à un moment décide d'investir dans les télécoms ou dans le cinéma. Il achète alors à l'extérieur les compétences qu'il n'a pas en interne. Un troisième conseil, ne vous isolez pas. Vous avez souvent entendu parler de la solitude du dirigeant. Plusieurs solutions. Vous associer, échanger avec vos pairs dans des associations d'entrepreneurs et bien évidemment vous entourer des meilleurs collaborateurs. Ne restez pas non plus passif. Soyez attentif aux innovations de rupture et aux changements d'usage. Les montres mécaniques LEAP ont failli disparaître pour ne pas avoir cru au quartz. Le dirigeant doit observer et s'adapter à son environnement. Qu'il s'agisse d'une nouvelle technologie, d'un nouveau mode de distribution, vous devez anticiper les nouveaux usages. Apprenez également à déléguer. Votre rôle est désormais de coordonner vos collaborateurs. Selon une étude, aucun homme ne peut diriger plus de 7 collaborateurs en direct. Faites le compte. Place à notre première invitée. Aujourd'hui, une entrepreneure, Evelyne Platnik-Cohen, Magnéto. On se retrouve sur le chemin de la croissance avec notre invitée Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Booster Academy et de The Artist Academy. Pour vous, c'est quoi la posture d'un dirigeant ? Alors, la posture d'un dirigeant, déjà, qui dirige 2 entreprises, elle est différente de celle qui dirige même une entreprise en très forte croissance. En tout cas, la posture du dirigeant aujourd'hui qui veut croître et aller beaucoup plus loin, j'ai envie de dire, elle est presque triple et elle doit évoluer sur trois aspects. Un, humainement parlant, par rapport aux hommes, par rapport au process interne de l'entreprise et puis par rapport à la digitalisation de l'entreprise qui reste maintenant un gros pilier qui n'existait pas il y a 15-20 ans mais qui aujourd'hui va vous permettre quand même d'accélérer encore plus votre croissance et en termes aussi de communication interne et externe par rapport à l'entreprise.
Alors Evelyne, humainement parlant, comment vous avez vu évoluer les choses sur cette dizaine d'années chez Booster Academy et puis maintenant aussi dans cette nouvelle aventure avec The Academy Artists? Alors, c'est assez amusant parce que, en fait, vous vous rendez compte que, moi, j'ai commencé une entreprise à partir de 0 chiffre d'affaires. C'est différent lorsque vous en rachetez une. Et quand vous commencez à partir de 0, en fait, vous voyez un certain nombre d'étapes arriver, des collaborateurs qui arrivent, une confiance à donner qui est différente. Plus vous avez de collaborateurs, plus vous devez faire confiance. Moins vous êtes dans le contrôle. Et donc, par rapport à ça, il y a un lâcher-prise à avoir qui est fondamental. Et j'ai presque envie de dire que le travail du chef d'entreprise, c'est à la fois de continuer à se professionnaliser, mais c'est de travailler sans lâcher prise. Moi, j'ai énormément travaillé avec du yoga, de la méditation et autres, du sport, etc., sur ce lâcher-prise-là, pour faire de plus en plus confiance, accroître mes équipes, ne pas vouloir tout diriger, tout comprendre, tout savoir. Aujourd'hui, chez Booster Academy, je ne peux pas savoir toutes les formations qui sont aujourd'hui, par exemple, chez mes clients. C'est humainement pas possible de tout savoir, tout contrôler. Et pour autant, je veux une qualité optimale. Donc, quels sont les process et quel niveau de confiance je vais pouvoir mettre en place pour être sûr que ça se passe pas bien, mais merveilleusement bien, parce que c'est la promesse que j'ai faite à mes clients. Bien sûr. Sur quels critères vous vous basez pour vous entourer ? Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce que d'abord, c'est très personnel. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai pas simplement la compétence. Il faut que j'ai envie de travailler avec les gens qui m'entourent. Donc, à la fois, vous avez des gens qui sont brillants. Les gens qui m'entourent sont plus intelligents que moi, ça, c'est la base. Mais en plus, j'ai fondamentalement, humainement, envie de travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on partage souvent, alors pas toutes les passions, mais il y a beaucoup de choses qu'on partage, beaucoup de discussions aussi personnelles qu'on a envie de partager. Et j'ai envie de passer du temps avec les gens qui m'entourent, au-delà même de la partie uniquement business. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, il y a un aspect humain comme ça que je n'arrive pas à décrire. Je ne suis pas sûre, franchement, que tous les chefs d'entreprise aient ce besoin et cette envie-là. Oui, je pense que c'est assez féminin. Mais du coup, ça attise ma curiosité et j'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez recruté votre plus proche collaborateur ? Alors, c'est une jolie question parce que je vais vous raconter l'histoire. Je l'ai rencontrée, donc c'est Sophie, que j'ai rencontrée elle organisait des événements autour de la vente au grand compte, etc. Et donc pour un groupe de presse, et je devais faire une conférence. On était toutes les deux très jeunes. Elle avait 20 ans, j'en avais 30. Et donc on se rencontre et je lui montre ma conférence. Elle me dit oula, là il va falloir faire évoluer les slides. Et là je me dis c'est pas cette gamine de 20 ans qui va m'expliquer comment on fait évoluer les slides. Et au bout de 3 minutes, je lui dis dès que j'ai les moyens, je vous embauche. Ça a été au bout de 10 minutes, je lui ai dit dès que j'ai les moyens, je vous embauche. Parce que il y avait une pertinence dans son analyse, une intelligence dans sa façon de faire. Puis je me dis, quelqu'un qui sait écrire, quelqu'un qui sait analyser, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Et 15, 20 ans après, je compte plus les années, c'est ma plus proche collaboratrice. Et avec elle, j'ai remonté une deuxième entreprise. Et peut-être qu'un jour, on en montera une troisième. Voilà, on est un peu très, très, très liés l'une à l'autre. Merci beaucoup, Evelyne. Nous, on se retrouve pour la suite de ce MOOC. Dans les PME, le dirigeant a un rôle central, mais peut vite se retrouver seul. Quels sont donc les écueils à éviter ? On observe 2 risques majeurs. Une proximité hiérarchique trop forte qui pourrait vous empêcher de prendre des décisions capitales pour l'entreprise. Une proximité fonctionnelle qui se manifeste par l'absence de séparation des tâches et des fonctions. Si l'agilité est une vertu, établir un cadre est une obligation. Comment donc alors permettre cette distanciation ? Tout d'abord, avoir conscience qu'un changement de posture est nécessaire. Vous pouvez également, si vous ne vous en sentez pas capable, vous faire coacher, mentorer ou échanger avec vos pairs. Un mot sur le coaching. Le coaching est une logique d'approfondissement des compétences et d'amélioration des performances. C'est un peu comme une thérapie finalement. Plus ou moins. Le coaching, en réalité, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est ce qui fait le lien entre le dirigeant et son objectif afin qu'il puisse réussir à l'atteindre. On trouve un vrai parti pris de responsabilité, d'autonomie, de libre arbitre du dirigeant qui doit découvrir et exploiter ses propres ressources pour construire son résultat. Je vous propose de faire le point avec Angélique Guettier.
Et mon invité, c'est Angélique Guettier. Angélique, bonjour. Bonjour Thomas. Angélique, tu es consultante et coach en entreprise au sein du cabinet Will. Tu accompagnes les entreprises dans leur transformation et quand on parle d'accompagnement d'entreprise, il y a une statistique qui dit qu'un entrepreneur non accompagné a, je crois, 50% de chances de plus de se planter. Là, on s'adresse aujourd'hui à des entrepreneurs de PME, de TI, donc qui sont plus prospères, plus avancés. Est-ce que cet accompagnement reste nécessaire pour autant ? À mon sens, oui. Pour la première raison qui est que ces gens se mettent souvent au service de la performance et du collectif et s'oublient eux-mêmes. Et en fait, en ayant un rendez-vous programmé dans l'agenda, il y a au moins une heure, qu'elle soit mensuelle ou hebdo, pour soi, pour se reposer les bonnes questions et balayer d'un revers de la main tous les doutes s'il y en avait qui subsistaient encore. Parce qu'il y a cette solitude du dirigeant dont on parle beaucoup que vous devez forcément rencontrer. Absolument. En fait, c'est pour eux, de ce qu'ils nous disent, observation de terrain, impossible d'aborder certains sujets avec leurs collaborateurs. On le comprend bien. S'il y a des questionnements sur des prises de décision, aujourd'hui, dans les entreprises françaises, on est encore dans la croyance absolue que le dirigeant sait tout. Et ces gens ont vraiment besoin de miroirs, de zones de transfert et d'espaces de liberté. Comment ça se passe concrètement un accompagnement avec un coach? Est-ce que c'est le même accompagnement pour tous les entrepreneurs? Est-ce que c'est le même accompagnement par tous les coachs? Je dirais qu'il y a les accompagnements de crise. Souvent, nous rencontrons nos clients lorsqu'ils sont en situation urgente. En mode pompier? Absolument. On arrive sur une problématique qu'il faut régler rapidement, puisqu'il y a des enjeux de performance. Et puis, il y a les accompagnements plus longue durée, où on connaît notre client, il connaît son coach et il sait que dans cet espace-là, tout peut se dire. Et donc là, on n'est plus sur des accompagnements de type confort, où en fait l'espace est encombré, utilisé par le client pour traiter le sujet du moment, l'actu du moment. Il y a des techniques de coaching qui diffèrent d'un coach à l'autre? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs écoles de coaching. Ce qui est particulièrement apprécié dans les entreprises, et c'est un peu le parti pris du cabinet, c'est l'approche systémique stratégique, où on ne va pas aller s'attacher à questionner le schéma psychique de nos clients. On va s'attacher à comprendre les contextes, à comprendre les informations qui circulent, ce qui ne fait plus sens et qui génère de la performance dégradée. Ensuite, les autres courants, plus psychanalytiques ou plus comportementaux, sont pour nous plutôt réservé à la sphère privée. On parlait tout à l'heure de l'accompagnement en mode pompier, donc quand rien ne va. Et quand on préparait cette interview, vous m'avez fait une métaphore avec les Monty Python. Je trouvais ça intéressant de la partager. Oui, c'est cet épisode où ce général avec son cheval tombe dans des sables mouvants et il réfléchit à comment se sortir de la situation, et l'idée brillante qui lui vient, c'est de se tirer par les cheveux et de sortir l'ensemble des sables. Bon, bien évidemment, ça ne marche pas. Et donc vous êtes la branche à laquelle on peut se raccrocher. Oui, à ce moment-là, on est le point d'appui sur lequel on va pouvoir retrouver de l'énergie aussi. Pour le dirigeant qui a tout essayé, qui n'a pas marché, peut se trouver désœuvré, fatigué, seul et dans les états psychiques qu'on peut imaginer. Donc on est aussi là pour porter à certains moments. Notre rôle, c'est de recréer de l'autonomie, mais il y a bien évidemment des séquences où on est là pour soutenir. Avec votre regard très terrain et très en proximité avec les dirigeants, quels conseils vous leur donneriez? Je leur dirais que repose sur eux la création de valeur dans ce pays et que c'est important qu'ils pensent à eux, qu'ils ne s'oublient pas dans les missions qui sont les leurs. Je pense que c'est un beau message de fin, ne vous oubliez pas. Et moi, j'oublie pas de vous remercier. Angélique, je le rappelle, consultante et coach en transformation d'entreprise au sein du cabinet Will. Voilà, j'ai pas oublié ma conclusion. À tout de suite pour la suite du MOOC. Le bon manager, charismatique ou pas? Un manager qui sait motiver ses troupes facilite l'intégration de nouveaux éléments et initie ses collaborateurs aux principes de base du travail. Il n'a pas besoin d'être charismatique pour diriger son équipe. Pour y arriver, chacun a sa façon de faire, mais il existe quelques écueils à éviter. Diviser pour mieux régner, ça détruit toute cohésion au sein du groupe. Ne pas reconnaître ses limites est également un problème.
Vous avez des limites et vos équipes aussi. Gardez-le à l'esprit. Adopter un style de management trop directif, un dirigeant trop autoritaire tue sans le savoir le sens de l'initiative chez ses collaborateurs, frustre leur créativité et les empêche de s'épanouir. Ne pas transmettre son savoir-faire, autre erreur. Si l'entreprise ne peut se passer de vous, qu'elle repose sur vos seules épaules, il vous sera alors très difficile de trouver un successeur. Lors de la phase de croissance, votre équipe s'agrandit et doit être accompagnée dans ces transformations. Quelles sont les formations les plus tendances en 2019 ? Eh bien écoute, on compte 5 tendances qui seront au cœur de la formation cette année. Voici la séquence décryptage. Et on commence avec le Blended Learning, qui vous permet de faire profiter à vos employés d'un parcours d'apprentissage qui allie à la fois le présentiel et le digital. C'est ça le Blended Learning. Il existe également le Learner Centric, dans l'objectif de centrer vos parcours de formation sur vos besoins, vos résultats, votre expérience, vos capacités et vos préférences, intégrer des activités collaboratives et sociales à vos parcours de formation. Vous pouvez aussi penser à la réalité virtuelle, qui vous permettra de vous initier grâce à la réalité virtuelle ou augmentée, qui vous offrira une expérience en totale immersion. Des vidéos 360 vous permettront de découvrir des concepts nouveaux, des produits inédits ou encore de former des collaborateurs éloignés de votre lieu de travail. Il existe également la TAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Vos collaborateurs s'affranchissent des contraintes de temps, de lieu et de support. Ils pourront suivre ainsi leur formation lorsqu'ils le souhaitent, durant leur journée de travail. Ils pourront aussi s'isoler ou au contraire se réunir avec des collègues pour travailler sur une séquence de formation spécifique. Et enfin, le User Generated Learning. Je vous propose d'oublier pour un temps les outils de formation traditionnels et de miser sur vos collaborateurs pour qu'ils se forment entre eux. Il existe d'ailleurs de nombreux tutos que vous pouvez retrouver en ligne. Pour conclure cette séquence, pourrais-tu nous détailler des méthodes de management qui ont fait leurs preuves ? Avec plaisir. Je pense notamment au mentorat inversé qui permet aux 20-30 ans de former des profils plus seniors au sein des entreprises. Il les forme à de nouveaux outils et booste le travail collaboratif intergénérationnel. Le team building aussi, qui permet de créer une cohésion de groupe à travers des escape games, des expositions d'art, des cours de cuisine, de théâtre, des shows d'humoristes. Et le learning by doing. En fait, ça c'est typiquement le cas pratique du travail collaboratif et de gamification. Chaque année depuis 16 ans, un label au nom plaisant identifie les entreprises où il fait bon travailler et s'appelle The Great Place to Work. Ces entreprises telles qu'EY, Adidas, le site d'annonce Le Bon Coin, Hayat France, Dell Technologies et j'en passe ont mis en place des actions très concrètes pour obtenir le Saint Graal. C'est l'heure de la piqûre de rappel. Un salarié sur 2 éprouve un ressenti négatif au travail. 26% se déclarent en burn-out, c'est-à-dire le syndrome d'épuisement professionnel. 24% en bore-out, c'est-à-dire le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Et 40% éprouvent ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire que le salarié est laminé par l'absurdité des tâches quotidiennes qu'il a à accomplir. Alors attention à ce que ce management moderne ne tombe pas dans l'excès avec l'implantation de nouvelles méthodes au sein de nos entreprises, comme par exemple l'infantilisation, la surveillance et transparence imposée, le nivellement par l'égalitarisme, la dictature des process. Il ne faut pas confondre bonheur et bien-être au travail. Soigner le lumbago de votre collaborateur avec des chaises adaptées sera bien plus efficace que d'installer un baby-foot. Alors une question s'impose, devrions-nous arrêter l'open space, la salle de repos, les activités ludiques, les friandises, le ping-pong ou encore le fameux baby-foot ? Non, là n'est pas la vraie question. Il faut nous focaliser sur de vraies actions concrètes qui impactent positivement le salarié. La philosophe Julia De Funès et l'économiste Nicolas Bouzou nous expliquent dans leur ouvrage La comédie inhumaine que le salarié devrait avoir une signification élargie où les intérêts pris en compte dépassent ceux des seuls actionnaires. Il faut ajouter aux responsabilités et aux finalités de l'entreprise l'intérêt de ses salariés. Redéfinir en tenant compte de l'intérêt général et de ceux qui y travaillent. Mais alors, quelles sont les actions simples qu'on peut mener au quotidien, Céline ? On dénombre 5 actions simples. La première, écouter et permettre aux collaborateurs de s'exprimer. Décloisonner en brisant les clivages hiérarchiques le temps d'un moment informel.
Si formaliser un déjeuner mensuel regroupant le manager et ses équipes peut paraître compliqué, sortez du système pyramidal en instaurant des rituels nouveaux, conviviaux et plus informels. Vous pouvez autoriser le repos. Ne freinez pas vos collaborateurs à prendre des moments de pause. Vous pouvez mettre à disposition une salle de repos. La tendance Great Place to Work, cela peut aussi consister à mettre à disposition cette salle de repos pour faire des micro-siestes et décompresser. Restez proche de vos collaborateurs à travers une communication horizontale. L'équipe dirigeante doit s'adresser directement aux collaborateurs plusieurs fois dans l'année. D'où l'intérêt de mettre en place des rendez-vous réguliers afin de communiquer sur la stratégie, les objectifs, les succès, les échecs. Pensez aussi à intégrer chaque nouveau collaborateur de façon bienveillante. Vous pouvez donner l'opportunité à chaque nouvel arrivant d'avoir un mentor dans l'entreprise qui sera forcément mieux placé pour le former aux usages et ainsi qu'à la culture de l'entreprise. Je vous propose pour conclure une petite réflexion autour de 2 affirmations plus ou moins trompeuses. La première, la motivation au travail est davantage une affaire d'argent que de plaisir. C'est faux. Un observatoire social indépendant qui évalue l'état d'esprit des populations a déterminé que les relations de travail, la réalisation de soi, la reconnaissance et la responsabilisation sont des facteurs jugés plus importants que la rémunération. Cependant, moins les 4 premiers facteurs sont présents, plus le salaire sera jugé prioritaire. Le deuxième, le plaisir et la vocation prédisent la performance et le bien-être. C'est vrai. Revenons un peu en arrière. Depuis plus de 2,5 millions d'années que le genre Homo existe, nous travaillons. L'anthropologue Marshall Schalling a calculé que les adultes des sociétés de chasseurs-cueilleurs passaient en moyenne 5 heures par jour à travailler, soit 35 heures par semaine. Et toutes ces activités, liées à notre nature d'être fragile, ont toujours été éminemment sociales. Bâtir une cabane ou maintenir le feu ne peut se faire seul. Le travail est dès le départ une activité de groupe. De même, les humains ont fait en sorte que leur travail ne soit pas simplement utile, ils en ont fait quelque chose de plaisant. Les Homo erectus s'attachaient d'ailleurs à faire de beaux outils, des pointes de silex très symétriques dont la perfection va bien au-delà de la nécessité fonctionnelle. Finalement, ce qui est dur aujourd'hui, ce n'est pas tant le travail que l'on fait, ce sont les conditions dans lesquelles on exerce. Il existe des degrés de liberté à petite ou grande échelle pour améliorer la vie professionnelle. Du télétravail aux nouveaux modes de management et aux vacances illimitées, vous avez pléthore de choix pour créer des vocations et susciter l'envie chez vos collaborateurs. Un dirigeant peut décider de déménager dans des locaux tout neufs, à la pointe de la technologie, mettre en place une politique de télétravail et prendre de nombreuses initiatives améliorant la vie des collaborateurs. Mais si, au quotidien, le management direct n'est pas bienveillant, tout cela ne servira à rien. En effet, il est facile de changer de bureau, mais beaucoup plus compliqué de transformer les mentalités et les comportements. Et pourtant, cette démarche est utile et rentable. Elle a un effet de levier direct sur la productivité des employés et ainsi sur la performance et la croissance de l'entreprise. Un management bienveillant va permettre de baisser l'absentéisme, Baisser le turnover, améliorer la marque employeur. laisser éclater la créativité. On nous a beaucoup parlé du concept de vacances illimitées. Je vous propose maintenant de recevoir Richard Phan, le patron d'Inventis, qui justement a mis cette solution en place. Magnéto. Les talents sont la première richesse de votre entreprise. Alors comment leur donnez-vous envie de se lever le matin et de venir vous rejoindre? Cette question, je vais la poser à mon invité, Richard Phan. Bonjour. Bonjour. Richard, tu es le fondateur d'Inventis. Vous représentez aujourd'hui 20 collaborateurs et je crois presque 1,5 million € de chiffre d'affaires. Donc cette question, je te la pose très directement. Comment tu leur donnes envie de se lever le matin? Alors, en réalité, c'est très simple parce que ça commence à l'entretien de recrutement. C'est une rencontre où on rencontre le candidat et pendant l'entretien de recrutement, j'essaye de vraiment comprendre quelle est la motivation profonde de la personne que j'ai en face de moi. Et si ses valeurs et sa motivation nous conviennent et que ses compétences sont là, eh bien, nous, notre métier en tant que dirigeant, c'est de nourrir cette envie, cette motivation. Tant qu'on la nourrit,
eh ben, ils vont se lever le matin naturellement sans qu'on ait à faire d'efforts particuliers de notre part. Et alors ça passe par quoi nourrir cette motivation? Ça passe par livrer les promesses qu'on leur a données lors de l'entretien. Donc on va dessiner un projet d'entreprise, on va décrire une activité, on va décrire des ambitions. Et il faut livrer, il faut, comme on dit en franglais, il faut délivrer par rapport à cette promesse pour qu'ils continuent à s'identifier au futur qu'ils avaient imaginé. Voilà. Certains mettent en place un certain nombre d'actions pour leurs collaborateurs. Alors, ça va du baby-food jusqu'aux vacances illimitées. Vous, par exemple, vous avez mis en place les vacances libres. Ça consiste en quoi? Les vacances libres, ça consiste à laisser les employés, les salariés décider eux-mêmes quand est-ce qu'ils veulent partir en vacances sans que quelqu'un ait à leur dire oui ou non. Donc en principe, comme nous on est dans des projets qui concernent des clients, on dit aux salariés que si les vacances sont planifiées plus de 6 semaines à l'avance, eh bien, elles sont systématiquement acceptées. Donc il n'y a plus vraiment de discussion. Ça sous-entend aussi qu'avant qu'ils partent, ils se mettent d'accord avec leurs collègues de qui sera leur remplaçant, quelles sont les tâches à effectuer, et qu'ils fassent un transfert pour que les clients ne sentent pas le départ du salarié. Parce que j'imagine certains entrepreneurs qui nous regardent et qui nous disent c'est pas possible. Moi, typiquement, tout le monde travaille en juillet-août parce que je suis dans les déménagements et que forcément les déménagements se tiennent à cette période-là. Tout le monde a ses contraintes. Nous, on a des gens d'âge très différents, ça va de 20 à 55 ans. Chacun a ses contraintes familiales et chez nous, notre devise, c'est de dire que notre objectif, c'est la satisfaction du client, mais jamais au détriment de notre bien-être à nous, salariés. Et donc, si on a des impératifs, eh bien, on les explique aux clients, ils sont capables de le comprendre. Sinon, en fait, ce n'est pas des clients qu'on mérite, en quelque sorte. On a vu passer dans de nombreux médias des sujets sur ce qu'on a appelé l'apicratie, c'est-à-dire le principe qu'on a un baby-foot, qu'on a une table de billard, une PlayStation, et que finalement, en fait, ça ne rend pas les gens plus heureux. Absolument, j'y crois pas du tout, on n'en a pas. Par contre, on a énormément d'autonomie et de responsabilité. Donc, par exemple, dernièrement, on a alloué un petit budget pour la décoration du bureau, et ils ont décidé eux-mêmes d'avoir une roue de la fortune pour tirer au sort qui ferait la vaisselle, des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'ils établissent par eux-mêmes en fonction de leurs besoins, mais ce n'est pas moi qui vais imposer un baby-foot parce que je ne sais pas qui s'intéresse. Donc c'est vraiment les laisser libres, avec des moyens, avec une autonomie, et ils décident tout seuls comment ils veulent être heureux. Est-ce que quand on donne beaucoup, on peut demander beaucoup? Oui, nous on donne suffisamment. Je pense que c'est très équilibré dans l'échange entre le salarié et l'entreprise. Ce qu'on voudrait surtout donner, c'est de la fierté de leur travail, de la fierté de la satisfaction du client, la fierté du système connecté qu'ils auront conçu et mis en œuvre. Et ça, on ne peut pas vraiment le mesurer. Voilà. Et ils savent très bien que s'ils sont passionnés et que le client est aussi passionné, je sais qu'ils vont faire des efforts pour que le client soit satisfait. Du coup, Richard, si tu avais un conseil pour un entrepreneur qui nous regarde et qui va peut-être faire ses premiers recrutements dans quelques semaines, mois, tu lui conseillerais quoi? Alors, je lui conseillerais au niveau des recrutements de faire très attention au comportement et aux valeurs des gens qu'il veut intégrer dans son équipe. Il faut vraiment créer un esprit d'équipe et ça passe par des vraies valeurs et par un respect des autres, par une écoute des autres. Un peu comme l'équipe de France, on ne va pas prendre la star parce que c'est une star, mais on prend des joueurs qui jouent très bien ensemble. Ça, c'est extrêmement important. J'ai appris que les compétences, finalement, s'apprennent. Et donc, on peut très bien embaucher des gens qui apprennent au cours de leur métier. Et ça ne doit pas être le critère numéro un. Le savoir-être, c'est autre chose. Exactement, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend au cours de la vie et c'est déterminant avec les clients et avec les collègues. On avait un entrepreneur qui a témoigné pour ce MOOC qui nous disait qu'à la fois d'un côté on avait des candidats qui étaient excellents en entretien et qui finalement ne faisaient pas l'affaire ensuite dans l'entreprise et vice-versa avec des personnes qui n'excellaient pas dans l'entretien mais qui se révélaient par la suite. Du coup, dans l'entretien même, est-ce que toi tu as des tips justement pour saisir ce fameux mindset dont tu parlais? Ma démarche, c'est deux choses. Premièrement, c'est de lui faire rencontrer au moins 3 personnes différentes, qui ont donc une démarche différente pendant l'entretien. Et mes entretiens à moi, je les fais sur un mode extrêmement personnel, c'est-à-dire que j'essaie de creuser justement l'histoire, les raisons pour lesquelles il a fait tel ou tel choix, les motivations.
Et donc j'essaye d'éviter des questions qui ont une bonne ou une mauvaise réponse. Ce n'est pas de la technique, c'est vraiment de l'humain. Et j'essaye d'avoir une cohérence dans ces réponses pour comprendre le personnage. Et une fois que je crois avoir compris le personnage, je suis capable d'avoir une opinion et de la confronter à celle de mes collègues et ensuite de faire un choix ensemble. Eh bien, nous, on va faire le chemin vers la conclusion de cette interview. Un grand merci à toi, Richard Merci. Phan. Je le rappelle le nom de ton entreprise, Inventis. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de SMOOC. Pour les créateurs de start-up, la croissance nécessite un changement de posture. L'entrepreneur doit devenir un dirigeant. Ça passe par sa capacité d'anticipation et de distanciation. Certains arrivent à allier les deux, mais très vite, il faut savoir se remettre en cause et questionner son propre management et leadership. Le happiness management, le feel-good management et le management bienveillant. Tous ces termes à la mode pourraient être réservés aux entreprises ne connaissant pas de problème négatif. Ce sont des leviers importants pour aller chercher la croissance. Cet épisode touche à sa fin. Nous vous donnons donc rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Nous vous présenterons les grandes clés de transformation d'une entreprise en pleine croissance et les bonnes pratiques pour y arriver. À très vite. À très vite.